Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat et place ce matin à l'audition de Rodolphe Ginz, le directeur général des douanes et des droits indirects. Il a été auditionné la semaine dernière par la Commission des finances du Sénat dans le contexte du Brexit. Notez qu'en effet, la veille, l'Union européenne a accordé un nouveau délai, une nouvelle date butoir au Royaume-Uni pour parvenir à un Brexit avec accord fixé au 31 octobre 2019. Malgré cela, ce Brexit est source de grandes incertitudes pour les douanes. Il y a eu une once d'éclaircie qui a été apportée mi-mars alors qu'il y a eu la publication des droits de douane qui pourraient être appliqués par le Royaume-Uni en cas de Brexit sans accord, avec 87% des produits qui seraient non taxés. Néanmoins, il y a une grande inquiétude pour les douanes françaises, aussi bien au niveau aérien, maritime que terrestre. Il va y avoir des besoins de grande réorganisation et des effectifs supplémentaires. C'est d'ailleurs ce que réclament les douaniers qui ont lancé une grève du zèle le 4 mars dernier. Retour donc à l'audition de Rodolphe Ginz. Nous allons débuter ce matin par l'audition de M. Rodolphe Ginz, directeur général des douanes et des droits indirects, que nous avions d'ailleurs déjà reçu, mais qui nous a semblé utile d'entendre dans la période que nous traversons. Notre commission, Monsieur le directeur général, a souhaité vous entendre à l'heure où les douanes françaises doivent faire face à de nombreux défis. Cette audition se déroule en effet à la veille de l'expiration du premier délai accordé au Royaume-Uni pour organiser sa sortie de l'Union européenne, même si nous avons tous appris ce matin même qu'une nouvelle date était désormais fixée au 31 octobre. Le Brexit sera naturellement au cœur de nos échanges, je n'en doute pas. Notre commission s'intéresse plus particulièrement dans son champ de compétences aux moyens mis en œuvre par les douanes pour s'y préparer, que ce soit pour la circulation des marchandises, pour celle des personnes. Le Brexit nécessite bien sûr une adaptation de nos dispositifs et sans doute une extension des moyens humains et des infrastructures dont vous disposez pour exercer les missions régaliennes qui sont les vôtres. À cet égard, vous pourrez sans doute nous indiquer si les activités et les implantations de la DGDDI ont d'ores et déjà été modifiées par la perspective du Brexit et si vous constatez déjà des modifications dans vos activités en lien avec cette perspective. Le Brexit n'est cependant pas le seul sujet de préoccupation pour les douanes françaises. D'une certaine façon, ce serait trop confortable pour le directeur que vous êtes, s'il n'y avait que ça pour vous occuper. La Direction générale des douanes et des droits indirects joue aussi ainsi un rôle crucial dans la lutte contre la fraude, par exemple la fraude à la TVA, et assume des missions fiscales. Notre commission a reçu au début du mois de février M. Gardet, chargé par Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, et Mme Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, de rédiger un rapport sur la simplification du recouvrement fiscal et social. Il nous a indiqué qu'il n'était pas question de transférer la totalité des 3000 agents des douanes faisant du recouvrement vers la DGFiP ou vers une future agence, mais les évolutions sont sans aucun doute envisagées. Pouvez-vous nous en dire davantage du point de vue de la douane et sur vos propositions en matière de modernisation du recouvrement? Tout en assurant leur mission, les douanes ont également poursuivi leur modernisation, que ce soit dans leur procédure ou dans leur organisation, ce qui a pu susciter, on va dire, des réticences. Le mouvement social lancé le 4 mars illustre les tensions qui agitent les douanes aujourd'hui. Et des éléments chiffrés sur l'impact de ce mouvement seraient particulièrement appréciés, je le sais, par les membres de notre commission pour nous éclairer. Enfin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, toujours lui, mais nous nous y référons, je dirais, par nos travaux fréquemment, a présenté les résultats des douanes le 25 février dernier. Et vous reviendrez, bien sûr, sans aucun doute, sur ce bilan. Je vous rappelle que notre audition est ouverte à la presse et qu'elle est donc également retransmise sur le site internet du Sénat.
Merci, Monsieur Ginz, de votre exposé introductif que nous souhaitons, vous le savez, toujours relativement succinct, de façon à maintenir un réel temps d'échange, de questionnement par les collègues présents. À vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Merci pour votre invitation. Le choix de se voir ce matin était un choix audacieux lorsqu'il a été fixé, puisque nous étions censés être la veille du Brexit. Premier report, vous l'avez signalé, du 29 mars au 12 avril, et puis je pense que les chefs d'État réunis en Conseil se sont dit qu'il n'était pas possible de faire advenir un Brexit le 12, puisque le 11 matin, le directeur général des douanes françaises était invité par le président de la Commission des Finances, ce qui doit être un facteur d'explication du report. J'y reviendrai tout à l'heure. Je pense que c'est important, c'est un peu du live, hein, comme disent nos amis britanniques. Nous avons une date maximale, nous avons une date intermédiaire qui est le 1er juin, c'est important aussi de vous détailler tout cela, et puis un calendrier qui est mobile, ce qui n'est pas sans créer quelques difficultés pour une manœuvre RH chez nous relativement importante. Vous l'avez dit aussi, les grands enjeux de notre administration, ce n'est pas uniquement de gérer le Brexit, même si ça pose des questions assez fondamentales, de gestion d'une frontière. Gestion d'une frontière particulière, j'y reviendrai tout à l'heure, puisque la géographie de la France au cœur de l'Europe fait que nous n'avions plus l'habitude de gérer des frontières routières aussi importantes. Je rappelle que sur la façade de la Manche et de la mer du Nord, c'est une frontière routière en réalité que nous allons gérer. 5 millions de poids lourds la traversent tous les ans. Et des frontières routières, la France en gère quelques-unes avec la Suisse, avec Andorre, avec le Brésil, en Guyane, mais ce n'est pas du tout la même intensité. Donc c'est un challenge technologique et humain que la gestion de cette nouvelle frontière. Donc nous avons ça, et puis vous avez rappelé que nous avons le métier habituel, la protection du territoire et des citoyens, l'encaissement de recettes fiscales, vous avez parlé du recouvrement et nous développerons tout à l'heure, ainsi que d'autres chantiers de transformation que je n'oublie pas, des chantiers qui nous ont été assignés par le ministre Gérald Darmanin. Le premier d'entre eux, il est double, c'est ce nouvel équilibre que les pouvoirs publics ont souhaité entre, d'une part, la confiance pour celles et ceux qui se comportent parfaitement bien vis-à-vis de leurs obligations fiscales, en quelque sorte, et ça s'appelle la loi ESSOC, que vous avez votée et qui est en vigueur depuis la fin de l'année dernière. Je pense que vous souhaiterez avoir des chiffres et donc nous détaillerons tout cela. Véritable transformation pour les administrations de contrôle, hein, qui vise à se mettre dans une posture un peu différente, qui est d'abord celle d'expliquer, de prendre le temps de vérifier que le contribuable a bien compris la réglementation, qui peut être complexe en matière fiscale et en matière douanière, ça peut arriver, même si nous faisons des efforts de simplification, avant d'envisager d'être dans un rôle plus répressif. Et le volet répressif de cet équilibre, c'est aussi une loi que vous avez votée à la fin de l'année dernière, c'est la loi lutte contre la fraude, qui nous donne des nouveaux pouvoirs, qui nous donne des nouveaux outils, qui ouvre des perspectives, notamment sur un sujet qui est cher à votre commission, qui est celui de la lutte contre l'évasion fiscale de la TVA, sur un phénomène qui prend de plus en plus d'importance, qui est le e-commerce. Tous ces changements, naturellement, chez les agents, ça crée des inquiétudes, bien légitimes. Je reviens sur le Brexit, le fait de ne pas savoir où est-ce qu'on va se localiser, où est-ce qu'on va devoir trouver un logement et éventuellement inscrire ses enfants à l'école. Est-ce qu'il faut les inscrire à la prochaine rentrée à Lyon plutôt qu'à Calais, Dunkerque, Saint-Malo, Roscoff ou Caen? C'est une question dont on comprend qu'elle puisse créer des incertitudes, et ces incertitudes cumulées à un train de réforme qui était relativement important au cours de ces dernières années, réforme de structure, d'organisation, mais aussi réforme plus fondamentale de la façon de mener notre métier. J'évoquais tout à l'heure cet équilibre entre la confiance et la lutte contre la fraude a été à l'origine du mouvement sur lequel nous reviendrons, même si vous comprendrez qu'il est délicat de faire un point précis des négociations alors même qu'elles se déroulent. Ça, comme je le dis souvent aux journalistes qui m'appellent, il y a un épisode de Lucky Luke que je trouve assez savoureux. C'est celui dans lequel Lucky Luke est confronté à la création d'un journal. Et il doit prendre d'assaut un saloon dans lequel les frères Dalton sont retranchés. Et le journaliste lui demande comment est-ce qu'il va s'y prendre. Et il dit, à midi, je vais attaquer par le sud. Et évidemment, le journal révèle la stratégie qui tombe complètement à l'eau. Et donc il l'utilise autrement. Voilà. C'est BFM. Je pense que
on va pas citer exactement, hein, monsieur le sénateur. C'est exactement ça. Donc, dans ce contexte où l'information est simultanée, contradictoire, etc., je pense que vous comprendrez qu'on s'en tienne aux grands éléments, aux grandes pistes, et qu'on ne fasse pas un feuilleton de la négociation qui est en cours. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Peut-être commençons-nous par le Brexit. Ça reste d'actualité aussi. On a décalé d'un quelques jours. Peut-être le rapporteur général alors. Avec le président, quelques collègues, nous sommes allés à Bruxelles, nous avons rencontré le régulateur notamment qui s'occupe des douanes, entre autres, des Tax Sud, directeur de la Tax Sud, et nous avons déjà avec lui, un déjeuner de travail, et puis il nous a expliqué que un Britannique, que si on allongeait, on avait juste une procédure qui prenait, je sais pas quoi, 1 minute 30 de plus, ça faisait 12 km à Calais ou voilà. Est-ce que très concrètement, donc alors aujourd'hui, Brexit dur, mou, demi-dur, autre, on ne sait rien. Est-ce que vous avez fait très concrètement, est-ce que vous avez fait très concrètement des projections? Je vois que vous avez une magnifique documentation que vous nous donnerez sur simplement l'allongement éventuel en termes de flux. Bon, pour les voyageurs sans doute, mais surtout pour les marchandises, que représenterait, voilà, sur les différentes hypothèses. Parce qu'aujourd'hui, tout reste sur la table. On finira peut-être avec une union douanière, on finira peut-être avec une solution norvégienne, on finira peut-être pas sans Brexit, on n'en sait rien aujourd'hui. Mais voilà, est-ce que vous avez notamment dans la loi de finances demandé des postes, créé un certain nombre de postes. S'il y avait une sortie au moins de la partie union douanière, ça provoquerait sans doute de formalités. Alors aujourd'hui, elles sont sans doute dématérialisables. Est-ce qu'elle est aujourd'hui l'évaluation des conséquences éventuelles de la sortie du Royaume-Uni en termes d'effets pour les entreprises? Le ralentissement des flux, et puis comment vous y préparez, notamment soit en termes de procédures de dématérialisation, soit en termes d'effectifs. Alors, est-ce que vous partagez que ça fait des coups de camion? Je dis Tax Sud. En réalité, nous avons travaillé depuis près de 2 ans. Ça fait 2 ans que nous travaillons sous l'autorité du ministre, avec le raisonnement que vous venez de citer, monsieur le rapporteur général, mais en le prenant à l'envers. Que faut-il faire pour éviter ce phénomène-là? Pour éviter qu'on ait des formalités. Le rétablissement des frontières, c'est d'abord des formalités. Pour une partie des marchandises, des contrôles, j'y reviendrai tout à l'heure. Et pour éviter que, cumulés sur chacun des camions qui franchissent la frontière, ceux-ci fassent des files de poids lourds interminables. Pour 2 raisons. D'abord parce que pour notre économie, et nos économies, celle du Kent et celle des Hauts-de-France, mais en réalité celle du Royaume-Uni et celle de la France, ça serait complètement désastreux, et que ça poserait par ailleurs probablement des troubles à l'ordre public. On sait ce qui se passe quand il y a des files de camions qui sont dans le Calaisis. Donc toute notre réflexion sur les méthodes de travail, sur les outils, a été justement de dire que faut-il faire pour éviter de faire des files d'attente. D'où l'idée que nous avons partagé assez rapidement avec 2 acteurs très importants, les gestionnaires des infrastructures qui accueillent l'arrivée en France ou l'arrivée au Royaume-Uni, donc les ports de la façade Manche-Mer du Nord. On dira peut-être un mot aussi sur les aéroports. Les aéroports, ça concerne plutôt les passagers. Mais puisque votre question était sur les camions arrivent du Royaume-Uni par le tunnel sous la Manche, donc c'est Eurotunnel, et par des ferries. Et donc les ferries, c'est des compagnies de ferries et les ports. Nous avons travaillé avec elles avec ce raisonnement très simple. Il faut que les déclarations soient faites avant d'embarquer d'un côté du Channel. Il faut qu'on mette à profit la traversée pour vérifier ce qu'il y a dans la cargaison du camion. Et il faut que pendant cette traversée, le chauffeur du camion ait un message très simple. Vous allez devoir faire une formalité, puisque certains camions vont se présenter sans avoir fait de formalité douanière. Vous allez devoir subir un contrôle parce que, par exemple, vous transportez des animaux ou de la viande ou des produits d'origine animale ou végétale. Et dans ce cas-là, ils auront l'information. On leur dira, mettez-vous à l'arrivée sur le côté, sur un parking, faites vos formalités, faites vos contrôles, pour laisser la place et la voie libre à ceux qui vont continuer tout droit.
Et donc nous avons en réalité dimensionné un système d'information, dimensionné des infrastructures de stockage, des parkings pour faire simple, et des infrastructures de contrôle, avec comme objectif la préservation absolue de la fluidité du trafic. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que nous avons développé un système d'information totalement nouveau qui vise à faire le lien entre des déclarations qui sont déposées dans nos systèmes informatiques de déclaration. Ça fait bien longtemps que toutes les douanes européennes ont totalement numérisé leur système déclaratif. En France, ça s'appelle Delta, vous avez peut-être déjà entendu ce nom. Donc faire le lien entre les déclarations, l'arrivée sur un port ou dans une navette d'Eurotunnel d'un camion. Donc il y a des caméras qui vont lire les plaques d'immatriculation, qui vont nous permettre de faire le lien entre la plaque d'immatriculation et la déclaration. Pendant la traversée, la déclaration est validée. Nous faisons ce qu'on appelle chez nous notre analyse de risque, qui consiste à faire 2 tas avec les déclarations. Le tas des déclarations pour lequel nous ne souhaitons pas faire un contrôle, parce que nous ne contrôlons pas à 100%. On a toujours procédé par ciblage, plutôt que par contrôle exhaustif. Ceux pour lesquels nous souhaitons faire un contrôle, parce que nos analyses de risque, et je ne rentrerai pas dans les détails, nous laissent à dire qu'il y a une question soit de protection du territoire, soit de normes, soit de fiscalité, qui amène un contrôle, ou bien tout simplement parce qu'une autre administration de contrôle, nos collègues du ministère de l'Agriculture, doivent faire un contrôle, marchandises d'origine animale et végétale. Une fois que l'algorithme a rendu sa décision, son verdict, la décision est repoussée vers les conducteurs qui sont dans une navette spéciale, si je reprends l'exemple d'Eurotunnel, et on leur dit, voilà, le conducteur du camion immatriculé numéro tant doit aller sur la file orange et va devoir subir un contrôle. Les autres vont sur la file verte. Bien sûr, il y a des douaniers au sortir, je reprends cet exemple, au sortir du site d'Eurotunnel pour vérifier 2 choses. 1, que les camions qui doivent aller sur la file orange sont bien sur la file orange et ne se retrouvent pas sur la file verte. On fait confiance, mais comme le dit le ministre, ça n'exclut pas le contrôle. Deuxièmement, pour aider celles et ceux qui vont devoir réaliser des formalités, à remplir leurs formalités ou faire des contrôles. Donc ça veut dire qu'on a créé des nouvelles structures qui n'existaient pas auparavant. Ça veut dire des douaniers à bord des bateaux? Non, ça veut dire des douaniers à l'arrivée. Le principe... Il n'y a pas de bureau dans le bateau? Non, il n'y a pas de bureau dans le bateau. Le principe général du droit européen, c'est on contrôle la marchandise dès qu'elle arrive. Dès qu'elle arrive, ça veut dire que nous avons créé 2 bureaux, à Calais et à Dunkerque. Nous avons créé aussi 2 brigades, à Lille et à Dunkerque. Près de 270 nouveaux douaniers vont arriver quand le Brexit va arriver dans les Hauts-de-France. Donc vous voyez bien l'importance de la relation l'importance des Hauts-de-France dans la relation économique entre le Royaume-Uni et la France. 5 millions de poids lourds par an, je le citais tout à l'heure, c'est plus de 4 millions qui arrivent dans les Hauts-de-France, entre Calais, le port et le tunnel, et Dunkerque. Donc un nouveau système d'information, des nouveaux bureaux qui sont créés administrativement, qui sont créés physiquement chez les opérateurs. C'est le rôle des opérateurs que de créer ces structures qui vont nous héberger. Des infrastructures de contrôle. À Calais, on parlera peut-être tout à l'heure de Boulogne, il y a un sujet particulier et important sur les industries de la pêche. À Dunkerque, et ce que nous attendons désormais, c'est notre petite discussion de tout à l'heure, c'est de savoir quelle est la date à laquelle il faut affecter ces agents, parce qu'il ne sert à rien d'affecter des agents pour se retrouver sans flux à traiter, sans aucune déclaration à traiter. Donc voilà la grande philosophie de ce que nous avons prévu en termes de révision de nos process, d'outils informatiques, de travail avec les gestionnaires de sites et d'infrastructures et les opérateurs de transport maritime et ferroviaire, et d'affectation de personnel, pour être prêt le jour où nous renvoyons à la question de quel jour va arriver le Brexit, mais ça, c'est peut-être une autre question que vous souhaiterez me poser. Je vais en profiter pour parler quand même des aéroports de Minetti, parce que flux passagers, il y a des endroits où vous assurez presque, dans certains aéroports de province, le rôle de la PAF aussi, vous faites aussi le contrôle. Qu'est-ce que ça a comme conséquence dans le cas de Brexit? Alors, les Britanniques arrivent en France, là on parle des passagers, par 3 moyens de transport différents. Beaucoup arrivent par le train, ça c'est l'Eurostar. Beaucoup arrivent aussi par les ports, la façade Manche-Mer du Nord. Notre plus grand port de passagers doit être à Caen, en tous les cas pour la douane. Et beaucoup arrivent dans les aéroports
essentiellement dans le sud-ouest de la France. Il y a beaucoup de Britanniques qui habitent dans le sud-ouest de la France. Un petit peu aussi dans les aéroports des Alpes, de manière plus saisonnière, puisque les Britanniques aiment bien skier en France. Bon. Et il se trouve que le partage qui a été opéré il y a quelques années de la fonction garde-frontière, qui est opérée en France par 2 corps de garde-frontière, nos collègues de la PAF, qui font l'essentiel, qui font les grandes infrastructures, les aéroports parisiens, et nous, ce partage a fait que nous nous retrouvons en charge en gros de la moitié des points de passage frontaliers maritimes sur la façade Manche-Mer du Nord, de la quasi-totalité des petits aéroports, et donc des aéroports du sud-ouest de la France et des Alpes. Nos amis britanniques sont déjà en dehors de Schengen. Donc, de ce point de vue-là, le changement est minime. Mais enfin, être en dehors de Schengen et être en dehors de l'Union européenne, c'est 2 choses différentes. C'est d'abord une chose différente pour les personnes elles-mêmes, en théorie, et tout ceci va être précisé dans le délai que le Conseil européen nous a donné. En théorie, il y a des formalités supplémentaires pour les non-européens. C'est le visa qui peut être exigé, et c'est le compostage du passeport qui vise à vérifier que ces personnes étrangères et à Schengen et à l'Union n'ont pas passé sur les 6 derniers mois plus de 180 jours sur le territoire européen. Donc ça, c'est des formalités supplémentaires qui pourraient s'imposer, qui pourraient éventuellement prendre du temps, d'où discussion entre les différents États membres pour savoir s'il faut appliquer à la lettre ces règlements ou s'il faut une exemption ou une mesure d'allègement de ces règlements. Et le deuxième changement, ce n'est pas pour les passagers eux-mêmes, c'est pour la marchandise qu'ils transportent. Puisque elle était une marchandise intracommunautaire avant le Brexit. Dans les bagages des Britanniques, tout ce qui arrivait sur le sol français ou européen, continental, on va le qualifier comme ça, était une marchandise communautaire. Demain, ça change. Donc il y a 2 choses qui vont évoluer. À l'arrivée sur le territoire, comme les autres non-européens, on va leur demander s'ils ont des choses à déclarer et éventuellement des droits à payer. Et au retour, c'est la contrepartie logique de la sortie de l'Union européenne, les Britanniques vont pouvoir récupérer la TVA sur les achats faits en France. C'est ce qu'on appelle la détaxe. Là aussi, nécessité, d'avoir des effectifs supplémentaires pour poser ces questions à l'arrivée et être en capacité de permettre à nos amis britanniques de remplir leurs formalités déclaratives et de s'acquitter du paiement des taxes qui vont dans le budget de l'Union européenne et au sortir de France et donc de l'Europe, vérification que les marchandises qui bénéficient de la détaxe sont bien des marchandises qui sont dans le bagage, qui va dans l'avion ou dans le train ou dans le bateau, et ne sont pas des marchandises qui restent sur le territoire de l'Union, et donc pour éviter ce qu'on appelle la fraude à la détaxe. Donc vous voyez que ça change beaucoup, quand même aussi pour les passagers, parce qu'ils vont avoir, du côté britannique, cette fois-ci, des formalités supplémentaires, et potentiellement des contrôles supplémentaires pour vérifier que ils n'emportent pas avec eux des marchandises qui dépassent le seuil des franchises. Oui, monsieur le directeur général, est-ce que vous pourriez, je dirais, revenir peut-être sur quelques sujets que nous évoquions dans les propos introductifs, au-delà du Brexit, voilà, qui certes prend une part du fait de l'actualité importante, mais il y avait la question du recouvrement et la question de la lutte contre les fraudes, par exemple la fraude à la TVA. Est-ce que sur ce sujet, vous aviez des éléments avant qu'on ne se tourne vers nos collègues Je redis peut-être un tout petit mot, si vous le permettez, Monsieur le Président, puisqu'on est... C'est de la matière très vivante, là, on a juste de l'actualité, sur les délais supplémentaires, je préfère le mettre au pluriel, qui viennent d'être décidés par le Conseil européen. Et ce à quoi ce délai va être mis à profit de notre côté. Parce que je pense que c'est important de se dire que ce délai ne doit pas être un délai utilisé à se tourner les pouces en regardant ce qui va se passer. Donc, vous avez vu que la Première ministre a demandé un délai supplémentaire. Et la conclusion de cette nuit, c'est en réalité 2 délais. Au plus tard, si aucun accord n'a été signé, validé par le Royaume-Uni, 31 octobre. C'est ce que la presse a beaucoup retenu. Il y a une autre date intermédiaire qui est importante, c'est le 1er juin. Puisque, comme le Brexit ne sera pas demain, le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne, avec toutes les conséquences, y compris politiques. La nécessité d'organiser des élections, puisque les élections européennes se déroulent à la fin du mois de mai. Si le Royaume-Uni n'a pas été en capacité de respecter
ces échéances électorales, alors le Brexit sera automatique au 1er juin. Si entre le 1er juin et le 31 octobre, l'accord est ratifié par le Parlement britannique, alors il y aura un Brexit aux conditions, aux dates prévues par cet accord. Dit autrement, nous avons un délai qui varie entre 2 mois, si je compte bien, et un peu moins de 6 mois, avec une possibilité à tout moment, en fonction des décisions politiques britanniques, que la clause du Brexit s'active. C'est donc un délai qui est mobile, qui n'est pas de court, et qui peut être court. Pour autant, moi je pense que c'est en tous les cas ce que nous allons essayer de mettre en œuvre avec nos collègues. Si je regarde l'état de préparation du pays dans sa globalité, je vais éviter de parler de la France, pardon. De la France. Je vais éviter de parler de notre propre administration, puisque je suis jugé parti, mais le président Bertrand a dit il y a quelques jours à quel point il était satisfait de voir que les administrations françaises dans leur globalité étaient prêtes, et je crois qu'il a inclus notre administration dedans. Les entreprises, elles, ne sont pas toutes prêtes. Peut-être y avait-il de leur part un peu d'incrédulité sur un Brexit au 29 mars ou au 12 avril, et de fait elles ont eu raison. Maintenant je crois qu'il est important qu'elles se préparent, parce qu'on a des échéances claires, et que les entreprises étaient jusqu'à présent insuffisamment prêtes. Les grandes entreprises ont bien vu, je crois, les conséquences du Brexit. Certaines les ont d'ailleurs tellement bien vues qu'elles ont décidé de modifier ou annoncer qu'elles allaient modifier leur chaîne de fabrication dans des processus industriels qui étaient largement interpénétrés entre le Royaume-Uni et la France, ou plus globalement l'Europe continentale. Il reste les petites et moyennes entreprises que nous avons été chercher en ciblant nos interventions. L'an dernier, nous avons fait une centaine de réunions dans les territoires, en utilisant nos bases de données de déclaration d'échange de biens pour voir quelles étaient celles qui faisaient beaucoup d'échanges avec le Royaume-Uni et pas beaucoup avec les autres pays. Toutes ne sont pas venues, toutes ne sont pas prêtes, et donc pour moi, la grande préparation et l'intérêt d'utiliser le délai, c'est 2 choses. 1, préparer les entreprises, et 2, continuer à faire ce que nous avons fait, en allant dans les autres pays européens qui sont des pays de nationalité de transport routier, pour leur diffuser ces dépliants. J'en ai amené quelques-uns avec vous, en français, en anglais, en allemand, en polonais, en roumain, parce que lorsqu'on va sur le port de Caen ou sur le port de Calais, c'est plutôt ces nationalités-là qu'on trouve. Donc on a des petits guides, hein, là, le guide en polonais, pour dire au conducteur voilà ce qu'il faut faire. Donc c'est pour moi une question de communication dans le temps qui nous reste. Donc, Albert Ricard. Alors, ta préparation des zones françaises, je pense en effet avancée. Alors, quid des autres? Alors, il y a la question des Anglais. Est-ce qu'eux-mêmes sont prêts? Et puis aussi, quid des douanes qui reçoivent beaucoup de produits des Anglais, des pays qui reçoivent les Pays-Bas, par exemple, la Belgique. La France a la réputation d'avoir une douane qui est une négociation plutôt efficace. D'autres font des contrôles qui sont moins tatillons. Je veux chaque propos. Voilà. Est-ce que le risque, simplement, c'est qu'il y a un moment une perte de compétitivité où les gens se disent finalement on passe par les Pays-Bas ou on passe par la Belgique. Là, les contrôles sanitaires de vos homologues sont moins élaborés ou sont moins prêts. Et, quel est le niveau de préparation, d'une part, à la fois de la douane britannique et des douanes de la Belgique, des Pays-Bas essentiellement. Et puis, est-ce qu'il y a, comment faire, quelles relations vous avez avec vos homologues? Et puis, si je parle de ce contrôle, est-ce que le risque, c'est pas d'avoir des pays voisins, je pense au grand port de la Mer du Nord, Pays-Bas et Belgique, qui finalement regardent ça d'un peu plus loin et se disant, après tout, c'est de la viande britannique c'est du mouton qui va aller pour les Français, on a besoin de le contrôler. Voilà, donc on laisse passer le conteneur, et puis voilà, donc est-ce qu'il y a un risque, et à terme un risque pour le coût de compétitivité ensuite pour les ports français? Je voudrais compléter ce que vient d'indiquer le rapporteur général, monsieur le directeur général,
en vous interrogeant, j'irai sur ce que le ministre de l'Action et des Comptes Publics a déclaré devant la commission spéciale sur le Brexit. Il a souligné la faible affluence des PME aux réunions d'information organisées par les douanes. Donc vous nous dites, on a fait beaucoup de réunions, mais nous on a le ministre qui nous dit que, par exemple pour les Hauts-de-France, sur 550 PME conviées, il y en avait 40 présentes. Donc il y a quand même un vrai sujet. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette faiblesse de mobilisation qui semble quand même révéler une faiblesse de la préparation des entreprises à ces changements? Quels sont les risques de ce manque de préparation? Quelles sont les actions envisagées pour mieux sensibiliser les entreprises, parce que c'est fort bien d'avoir un délai, mais si on ne l'utilise pas, j'irai pour infléchir les choses, voilà, on risque de se réveiller à nouveau l'avant-veille, j'irai devant beaucoup d'interrogations, et je pense que nous avons besoin aussi de rassurer, j'irai, nos concitoyens sur ces risques. Donc, est-ce que vous avez une visibilité et des informations sur les procédures, j'irai, qui sont envisagées? Alors, si ma mémoire me trahit pas, la commission spéciale, c'était à l'automne dernier, peu de temps après l'annonce d'un projet d'accord entre l'équipe de Michel Barnier et les négociateurs britanniques. De manière plus générale, moi j'ai constaté que la mobilisation des entreprises a beaucoup suivi la discussion politique. Peu mobilisée jusqu'à l'automne 2018, un peu plus mobilisé à partir de la rentrée 2018, très démobilisé après l'annonce du projet d'accord, remobilisé à nouveau après l'annonce du Premier ministre le 18 janvier qu'on préparait le plan du hard Brexit, et depuis que ces négociations ont repris et qu'on sent bien que du côté britannique il y a une volonté d'avoir un report, un peu moins de mobilisation. Ce que j'espère avec ces échéances qui sont claires, même si elles sont mobiles, c'est que les entreprises ont compris que la probabilité qu'on ait pour de vrai un Brexit, j'évoquais tout à l'heure l'incrédulité, je pèse mes mots, j'ai discuté avec certaines entreprises qui n'y croyaient pas, y compris des entreprises britanniques d'ailleurs, ce qui est assez intriguant. Bon. Donc maintenant nous avons un calendrier. Depuis que le ministre s'est exprimé devant vous à l'automne dernier, nous avons refait des réunions et nous avons constaté plus d'affluence. Ce qu'il nous faut maintenant pour qu'on puisse bien communiquer vers les entreprises, c'est une chose essentiellement, c'est que nos homologues britanniques exposent clairement quelles seront les modalités de contrôle à l'arrivée. Je crois que, j'en discutais il y a peu de temps encore avec les représentants des fédérations d'entreprises, pour le sens Royaume-Uni, France et donc Europe, les process sont relativement clairs. Nous avons diffusé 2 versions même d'un guide de préparation à toutes les nouvelles formalités douanières. Nous avons même pour les entreprises qui sont les plus matures dans ce domaine-là, mis totalement en source ouverte les spécifications techniques de notre nouveau système d'information pour qu'elles puissent se l'approprier, l'interfacer plus facilement avec leurs propres outils. Et quand je rencontre des entreprises, elles me disent le sens Royaume-Uni-France, on voit bien, c'est le sens France-Royaume-Uni qu'il faut que vous nous expliquiez. Et donc, ce que je souhaite, c'est que le délai soit mis à profit par nos homologues britanniques pour expliquer quelles vont être les formalités, où est-ce qu'elles vont se dérouler, et accessoirement, si leur système d'information, qui s'appelle Chief, sera bien prêt à accueillir les déclarations, ou s'il faudra faire autrement. Et puis, ce temps va aussi être mis à profit. Nous allons continuer notre tour de la Pologne, des États baltes, de la Roumanie, de la Bulgarie, pour expliquer aux entreprises du transport qu'il est impératif de faire des formalités avant, parce que la préparation et l'anticipation des formalités, c'est le meilleur gage de fluidité. Voilà ce que je voulais dire sur votre question. C'est la compétitivité. Alors, compétitivité. Entre port français, niveau de préparation d'une part des douanes belges et hollandaises, et puis niveau de pression de contrôle. Après, si je peux me permettre, on se tournera vers nos collègues, parce que j'ai Thierry Carsenac qui est rapporteur spécial et qui va poser des questions, et en dehors du sujet du Brexit, qui ne doit pas consommer la totalité du temps dont nous disposons. D'abord, il faut bien voir que la compétition entre la France et la Belgique, les Pays-Bas et même l'Allemagne sur le transmanche, elle est très nettement à notre avantage pour un facteur géographique évident qui est la proximité du Royaume-Uni. Le trafic qui fait du France
du Royaume-Uni Europe, pardon, et à 85% du trafic qui passe par la France parce que c'est plus près. Et comme c'est plus près, ça veut dire que le conducteur de camion reste au volant de son camion et ça s'effectue de manière continue. Alors évidemment, il descend du camion pendant la traversée, mais c'est le même conducteur d'un côté et de l'autre du channel. Dès que vous remontez et dès que vous arrivez en Belgique, c'est plus du tout le même modèle. Ceux qui traversent, ce sont des remorques, sans le tracteur. Donc le camion arrive, laisse la remorque sur le bateau, et c'est un autre camion qui, à l'arrivée, la reprend. Ça fait 2 ruptures de charge, et donc on a un facteur de compétitivité naturel pour la France, qui est sa proximité avec le Royaume-Uni. Et tout le dispositif qu'on a mis en place, tout ce qu'on a construit, ça vise à dire, cette compétitivité-là, il faut qu'on la conserve. Le temps, c'est de l'argent, comme disent nos amis anglo-saxons, et c'est pour ça que, c'était votre première question, monsieur le rapporteur général, c'est pour ça qu'on a conçu un système, des process qui vise à dire, pas de délai supplémentaire. Et si jamais il y a des contrôles à faire, il faut être très clair, le rétablissement d'une frontière, c'est plus de formalités, plus de contrôle, c'est l'application des textes. Et je pense qu'on ne serait pas à la hauteur de ce qu'attendent les Européens et même la France si on laissait passer n'importe quelle marchandise. Il faut qu'il y ait une forme de protection qui soit assurée, mais sans gêner ceux qui n'ont pas de contrôle à faire. Donc c'est comme ça qu'on a raisonné. On a naturellement discuté beaucoup ces derniers mois avec nos homologues belges, hollandais, allemands, avec l'aide de la Commission, pour faire en sorte que ce qui se passera après le Brexit ne change pas les pratiques actuelles, et côté français, et côté belge, et côté flamand. Je pense que nos homologues sont également prêts, ils ont aussi annoncé des recrutements. Ils n'ont pas développé, eux, de système d'information spécifique, mais je vous ai expliqué pourquoi, hein. Il y a une spécificité française. Et donc, toute notre philosophie, c'était de dire qu'il fallait absolument qu'on maintienne cette compétitivité pour nos ports du Nord, pour nos ports normands et pour notre port breton. Et si j'ajoutais, je pense même que nos ports bretons et normands étant en face de l'Irlande, il y a même probablement quelques opportunités pour eux à tirer de ce Brexit. Ok, alors Thierry Carsenac, qui est rapporteur spécial, entre autres, de la douane, parmi nous, avait souhaité vous poser plusieurs questions sûrement. Oui, merci Thierry. Monsieur le Président. D'abord, c'est une bonne réunion à ce moment-ci. Et je remercie déjà pour les questions qui ont été posées et puis les réponses que vous avez apportées, ce qui m'évitera d'en poser quelques-unes. J'excuse Claude Mougin, qui est mon co-rapporteur, qui aurait dû être là, et puis son emploi du temps ne le lui permettait pas. Parmi les questions, vous avez abordé effectivement la fluidité des échanges, notamment dans le cadre du Brexit, avec la préparation très forte de la France, dans le sens entrée des marchandises. Et donc, dans ce cadre-là, vous avez souligné les aspects de ce qu'on avait fait en dédouanement automatisé, Delta, etc. Mais en matière de personnel, vous avez indiqué qu'il y avait 270 agents qui allaient venir en renfort. Dans le cadre de la loi de finances, il en était prévu un certain nombre qui doivent être en formation actuellement, je suppose. Et donc, vous ne les avez pas. Donc, comment vous organisez-vous sur le terrain? Quelle est la nature des moyens que vous allez décaler? Et tout en protégeant, bien sûr, ce qui avait été fait pour la lutte contre le terrorisme avec les recrutements que vous avez par ailleurs de l'autre côté. Donc ça, c'est le premier point. Le second, toujours dans le cadre des échanges, c'est la fluidité des échanges. Si la douane apparaît bien préparée, qu'en est-il? Vous avez évoqué le problème des aspects sanitaires. Qu'en est-il, selon vous, de ce qui se passe du côté des vétérinaires et de l'agriculture pour contrôler les camions qui pourraient arriver avec des animaux venant d'Angleterre? Sur les aéroports, vous avez répondu. Il reste que quand même, vous avez sûrement essayé de voir quel pourcentage vous avez évoqué 5 millions de camions, quel pourcentage de camions ne rentrerait pas dans les clous
et qu'est-ce que ça pourrait donner? Parce que j'ai cru comprendre que vous avez aménagé des quais, etc. Est-ce que vous avez une idée déjà de ce qui pourrait se passer? Et puis, bon, il y a l'Eurotunnel, il y a effectivement des camions, et j'avais noté que le premier client de Getlink, c'était DHL, et donc qui apporte beaucoup de matériel venant d'Angleterre, commandé par souvent le e-commerce. Est-ce qu'il y a des relations et des liens entre, dans le cadre du contrôle qu'évoquait le Président, dans ce cadre-là? Ça, c'est sur la partie, je dirais, Brexit. Sur la partie qui concerne plus particulièrement la loi ESSOC, vous avez évoqué les relations avec les entreprises. Est-ce que, depuis l'adoption de la loi, vous avez noté des modifications de comportement et notamment, est-ce qu'il y a un peu plus de rescrits, des demandes d'entreprises dans ce cadre-là ou pas? Et enfin, pour ne pas être trop long et que mes collègues puissent poser quelques questions également, sur la simplification du recouvrement, l'instauration d'une agence unique du recouvrement, on a vu qu'il y avait une taxe qui a été transférée lors de la dernière loi de finances. Est-ce que vous envisagez, est-ce qu'il est envisagé d'autres transferts? Et comment voyez-vous cela? La question vous a été posée dans le cadre des questions du Président. Est-ce qu'il y a, au niveau des simplifications du recouvrement, des éléments supplémentaires que vous pourriez nous fournir? Merci. Alors, merci Thierry Carcenac. Monsieur le directeur général, je vais prendre les autres questions. On vous laissera répondre de façon générale. J'ai Philippe Dominati, puis Nathalie Goulet. Philippe. Merci Monsieur le Président. Monsieur le directeur général, j'aurais aimé que vous précisiez un peu le rôle de la douane par rapport à la police de l'air et des frontières. Le citoyen est évidemment attaché à ses frontières et a du mal à distinguer finalement qui s'occupe réellement de la protection. Est-ce qu'il y a, on pense fréquemment que les marchandises dépendent de la douane, les personnes dépendent peut-être de la police. En réalité, je crois que c'est beaucoup plus nuancé. Vous avez évoqué un éventuel partage de la mission ou des territoires ou des lieux d'entrée. Néanmoins, il reste des spécificités, par exemple la lutte contre la drogue, tout simplement. Quels sont les rôles respectifs des administrations? Est-ce judicieux d'avoir ces deux administrations dans ces deux ministères faire une sorte d'émulation ou de concurrence? Est-ce que la coordination se passe bien? J'aimerais vraiment avoir des précisions sur cette cohabitation. Merci Philippe. Ou co-gestion. Nathalie Goulet, puis Bernard Lalande. Oui, monsieur le directeur, moi je voulais juste faire une observation. Il se trouve que les chambres de commerce, en ce qui concerne le Brexit, ont aussi été extrêmement actives. Donc c'est peut-être une raison pour laquelle il y a peut-être moins de chefs d'entreprise qui viennent aux réunions des douanes. Pardon? Parfois oui, parfois non. Il y a des exemples où les choses se font en ordre dispersé, ça arrive quand même fréquemment dans notre pays. Enfin, en tous les cas, elles ont été très actives. Moi, j'ai une première question, mais le rapporteur général a déjà évoqué le sujet, c'est-à-dire la coordination avec vos homologues des autres pays européens. Ça me semble quand même important, surtout en matière notamment agricole, comme l'a dit notre collègue Carcenac. Et puis, je voulais aussi vous poser une question plus générale sur votre opinion sur les logiciels de détection précoce de fraude de la TVA, puisque c'est un vrai sujet. Le ministre a expliqué qu'il avait en interne un système de détection précoce de la fraude à la TVA. Et moi, je voulais savoir quelle était votre opinion, puisque beaucoup de pays étrangers utilisent maintenant ces logiciels de détection précoce. Est-ce que vous avez une opinion sur le sujet ? Merci Nathalie Goulet. Bernard Lalande. Monsieur le Président, moi je n'ai pas posé de questions sur le Brexit, mais plus particulièrement sur des travaux qui ont été effectués ici par cette commission sur le e-commerce et sur l'assiette fiscale
des produits qui transitent et dont vous avez le contrôle. Et puis aussi la création de cette agence unique du recouvrement. Notre question à nous, en tout cas, notre interrogation sur ces droits de douane, c'était en fin de compte l'assiette fiscale qui était celle qui servait à percevoir des droits, alors que quelque part à l'ère du numérique, en tout cas dans le Nouveau Monde, on a la capacité de pouvoir obtenir le montant de la transaction, en tout cas les banquiers l'ont, et pas obligatoirement les douaniers. Et donc, si les douaniers avaient le montant de la transaction, peut-être qu'il serait plus facile de corréler, et d'un côté, la marchandise qui passe avec sa déclaration de valeur, et puis, véritablement, la base qui est payée par celui qui commande. Alors, ça concerne bien évidemment tous les pays, et on a bien conscience aussi de la TVA intracommunautaire, mais quelque part, on est un petit peu étonné que dans ce nouveau monde, on n'ait pas fait évoluer, si vous voulez, alors c'est pour ça que je vous pose la question, bon, peut-être qu'il y a des évolutions en cours, qui permettraient quand même d'avoir une base juste pour taxer, en tout cas pour prélever le droit de douane, sur une assiette qui aurait été celle qui aurait servi à la transaction. Merci Bernard. Michel Canvet. Oui, merci Monsieur le Président. J'avais une question un peu analogue à celle de Bernard Lalande pour savoir où on en était exactement sur les discussions concernant le regroupement effectivement du recouvrement des différentes taxes de l'État, etc., puisque vous êtes directeur général des douanes, mais aussi des droits indirects. Est-ce que la réflexion qui a été annoncée par le ministre a effectivement avancé? C'était une première question. Et puis une deuxième, à l'heure du développement du commerce par numérique et par Internet, il reste la question de la fiscalité, notamment des colis. Est-ce que vous pensez que, comme en Autriche, où ils ont décidé de taxer à la TVA l'ensemble de la vente par correspondance, est-ce que l'on pourrait avancer sur le sujet aussi en Europe, en France, pardon, parce que finalement on s'aperçoit que ce commerce est en train de se développer, qu'il est bien sûr préjudiciable au commerce de proximité sédentaire que l'on connaît dans chacune de nos communes. Et s'il n'y a aucune forme de taxation, on a déjà du mal à trouver les formes de taxation pour ce qui concerne les GAFA, mais s'il y a aussi sur la livraison de marchandises aucune forme de taxation, il sera difficile de pouvoir recouvrer des recettes à l'avenir. Est-ce que vous avez une opinion sur le sujet? Est-ce que l'on peut aller un peu plus loin? Est-ce qu'on peut envisager la taxation au premier euro, par exemple, au titre de la TVA? Parfait. Pour ma part, Monsieur le Directeur Général, je voudrais revenir un peu sur la question du mouvement social initié par les douaniers le 4 mars dernier. Dans mon propos introductif, je vous indiquais que des éléments chiffrés sur l'impact de ce mouvement seraient appréciés. Ce qui est certain, c'est qu'il illustre, le développement d'une certaine forme d'anxiété au sein des douanes, qui doivent s'adapter dans leur mission, dans leur organisation aussi. Le secrétaire général du syndicat UNSA Douane, M. Tomaso, explique que le Brexit n'a été qu'un catalyseur de colère et de frustration. Donc, est-ce que vous pouvez, rentrer un peu dans le sujet en décrivant le contexte social à la Direction générale des douanes et des droits indirects aujourd'hui? À combien on peut estimer, à combien estimez-vous les coûts de ce mouvement? Quels métiers sont plus particulièrement touchés par ce mouvement et quelles réponses, considérez-vous apporter à ces revendications? Voilà, on va vous laisser nous répondre. Voilà. Alors, j'essaie de le faire dans l'ordre en essayant d'oublier personne. Le sénateur Carcenac nous a posé la question des effectifs sur le Brexit, donc c'est l'occasion pour moi de redire les choses en essayant de bien préciser le périmètre, les géographies, les temporalités qui sont différentes. Le chiffre que j'annonçais tout à l'heure de 270, c'est les renforcements pour la seule région des Hauts-de-France, ce qui montre bien que sur les 700, la région des Hauts-de-France, avec principalement 4 sites qui sont concernés, Calais, en premier lieu, puisque c'est l'endroit le plus proche du Royaume-Uni et c'est celui où nous allons mettre le plus d'effectifs, Dunkerque, Boulogne et Lille, puisqu'à Lille, nous avons une arrivée importante de voyageurs par le train. Tous les Britanniques ne descendent pas à Paris et beaucoup descendent à Lille et symétriquement, beaucoup montent pour aller au Royaume-Uni à Lille également.
ce que le ministre a annoncé il y a quelque temps, c'était 700 emplois sur la totalité d'une période que nous pensions à l'époque être 2018 jusque 2020, puisque vous vous rappelez que dans le projet d'accord, il y a une période transitoire jusque fin 2020. Peut-être d'ailleurs, est-ce que ce sera le résultat à la fin, mais ça, bien malin qui peut le dire aujourd'hui. Donc sur ces 700, il y en a 270 qui sont fléchés vers les Hauts-de-France, qui est la région la plus concernée. Et sur ces 700, ce qui est important aussi, c'est de savoir combien nous allons pouvoir en mobiliser demain, si nous avions dû gérer un Brexit demain, le 1er juin ou le 31 octobre. Puisque vous l'avez indiqué, ils sont recrutés, ils doivent être formés dans nos écoles, à Tourcoing et à La Rochelle, avant d'arriver sur le terrain. Et il n'y a pas de promotion spéciale Brexit. Il n'y a pas deux sortes de douaniers qui auraient des képis bleus pour les uns et rouges pour les autres en fonction de savoir s'ils s'occupent du Brexit ou pas. Et il est par ailleurs, évidemment, il serait contre-productif de créer des unités complètement composées de nouveaux douaniers recrutés pour gérer le Brexit, parce qu'il faut un mélange d'expériences. Si le Brexit avait eu lieu demain, nous aurions été en capacité de mobiliser un peu plus de 500 douaniers sur les sites prioritaires, à la fois avec ceux qui ont été recrutés déjà l'année dernière et qui sont formés, à la fois en faisant appel à des volontaires chez nous et en faisant appel à une brigade que je vais qualifier de mobile. On a environ entre 250 et 300 agents qui sont capables d'aller sur des missions ponctuelles qui peuvent changer tous les 3 ou tous les 6 mois. Et donc nous avions prévu de mobiliser à plein cette unité-là qu'on appelle Paris spécial dans notre jargon. Donc si le Brexit avait été demain, nous aurions pu en mobiliser plus de 500. S'il sera au 1er juin, ce chiffre naturellement va augmenter. Et s'il sera au 31 octobre, je pense que nous pourrons tendre vers les 600. Ce qui veut dire 600 sur 700, ça veut dire qu'on aura une grande partie de l'effectif théorique alloué au Brexit. Il y a encore 100 emplois qui doivent être recrutés l'an prochain, et que nous serons en capacité de le faire avec des équipes qui mêlent des gens d'expérience et des gens qui sont fraîchement sortis de nos écoles, si vous me permettez cette expression. Donc j'espère que, voilà, je rappelle les grands chiffres, 700 sur la totalité de la France et la totalité de la période jusqu'en 2020, 270 seulement pour les Hauts-de-France et entre 500 et 600 en fonction de la date que nous serions en capacité de mobiliser dès un Brexit dans le courant de cette année. Alors nos collègues de l'agriculture, c'est votre deuxième question, eux aussi se sont lancés dans une procédure de recrutement. Un douanier est probablement plus rapidement formé qu'un vétérinaire. Les études sont plus courtes. C'est pourquoi nous avons proposé au ministère de l'Agriculture que nous mettions à leur disposition une partie de douaniers, des effectifs que nous avions prévus, pour remplir une partie des missions des contrôles sanitaires à l'importation qui sont les plus proches des contrôles douaniers. Nous avons beaucoup travaillé avec eux et constaté que dans les contrôles, il y a une partie qu'on appelle documentaire chez nous, qui vise à regarder quels sont comme les documents d'identité de la marchandise qui arrive, où est-ce qu'elle a été produite, est-ce qu'elle a été produite sur des sites agréés par l'Union européenne, et tout ceci ressemble d'assez près au contrôle documentaire qui peut être fait en matière douanière. Et donc nous allons mettre, le jour où le Brexit arrivera, 35 équivalents temps plein pour venir renforcer nos collègues du ministère de l'Alimentation. Je trouve que c'est une bonne coopération puisque nous allons être sur les mêmes sites, sur les mêmes flux, dans des procédures relativement proches, et ceci montre en réalité que la gestion de la frontière chez nous, elle est coordonnée. J'y reviendrai plus tard sur la question du sénateur Dominati sur la PAF et les gardes frontières. Si j'enchaîne sur votre troisième question, le pourcentage des contrôles, nos estimations, c'est qu'environ 10% des lots qui arrivent du Royaume-Uni sont des lots qui vont devoir faire l'objet d'un contrôle obligatoire en vertu des règlements sanitaires européens. À ces 10% vont probablement s'ajouter une partie de transports qui n'auront pas fait leur déclaration. Et là, nous sommes tournés vers nos amis danois, puisqu'il se trouve qu'il y a un endroit en Europe qui ressemble aujourd'hui à ce qui adviendra demain avec le Brexit. C'est la frontière entre le Danemark et la Norvège. Vous avez un temps de parcours qui est relativement similaire. Vous avez un État membre de l'Union européenne et un autre qui ne l'est pas. Et donc nous avons... quand même une forme d'union douanière. Qui est dans une forme d'union douanière, mais ça nous permet de voir un peu
quelle est la préparation des entreprises et quel est le volant un peu incompressible d'entreprises qui oublient tout cela et qui se présentent sans aucune formalité, puisque, vous le rappeliez, monsieur le rapporteur général, il y a une union douanière, mais une union douanière, enfin, une forme d'union douanière. Mais l'union douanière ne signifie pas qu'il y a zéro formalité. Et donc nous avons estimé qu'en plus de ces 10%, nous aurions un pourcentage supplémentaire, peut-être 20%, c'est en tous les cas ce que nous avons retenu dans nos ABAC, qui n'auraient pas fait de formalité ou des formalités incomplètes. Et c'est avec ces chiffres-là que nous avons dimensionné les parkings et les aires de contrôle pour éviter qu'il y ait des ralentissements. Je passe à votre 5e question, puisque je pense que c'est intéressant de regrouper toutes les interventions sur le e-commerce qui sont en réalité toutes assez similaires. Vous avez posé la question sur les rescrits. Depuis la mise en œuvre de la loi ESSOC, nous avons signé 40 rescrits. Et vous savez que le nombre de rescrits qu'on signait tous les ans était très faible. Donc on peut dire que c'est presque 40 de plus. Plus intéressant encore, à l'occasion de plusieurs contrôles, il y a des rescrits qui nous ont été opposés par les entreprises contrôlées. Et c'est ça en réalité l'esprit aussi de la loi ESSOC, c'est de dire ce rescrit non seulement il me dit comment je dois fonctionner, mais il est opposable à l'administration, et quand l'administration viendra me contrôler, je pourrai lui dire que ce point a déjà fait l'objet d'un accord de sa part. Et donc au cours des derniers mois, nous avons déjà eu 5 contrôles dans lesquels l'administration a constaté qu'il y avait un rescrit et qu'il n'était pas nécessaire de contrôler sur le champ couvert par le rescrit. Sur la simplification du recouvrement, 2 précisions sur de quoi nous parlons et ce qui a déjà été fait. Vous avez cité tout à l'heure, monsieur le sénateur, le chiffre de 3000 agents. 3000, c'est la totalité de la fonction fiscale. Donc l'établissement de l'assiette, le recouvrement et le contrôle. La réforme du recouvrement parle d'un champ qui est plus étroit. Ce sont nos recettes. Nous avons engagé un mouvement de concentration de nos recettes. Et aujourd'hui, on a entre 450 et 500 agents qui sont concernés par cette réforme du recouvrement. Ça, c'est les effectifs des recettes. Le recouvrement étant une petite moitié de l'activité de nos recettes. Donc le chiffre de 3000 n'est pas le chiffre qui est totalement en cause dans la réforme du recouvrement, puisque la réforme du recouvrement vise à simplifier le recouvrement et distingue des questions d'assiette et des questions de contrôle. Ce que nous avons fait, grâce à votre vote dans la dernière loi de finances, c'est engager une étape un peu substantielle de mon point de vue, en tous les cas, de cette simplification. Avec 2 choses. Premièrement, la suppression de petites taxes. Parce qu'il y a une façon de simplifier le recouvrement un peu définitive, c'est de supprimer des taxes qui sont inefficaces. Et je pense que nos collègues de la DLF pourront vous fournir ce bilan chiffré. Nous avons supprimé 6 taxes en 2019, et ça représente les 2/3 des montants de la fiscalité supprimée, et une taxe en 2020 qui représente les 3/4. Simplification définitive. Ensuite, nous avons transféré avec des paliers, la taxe générale sur les activités polluantes, 600 millions d'euros, et la TVA sur le pétrole, 10 milliards d'euros, en partant d'un principe très simple, qui est que ces matières-là ressemblaient à de la TVA, alors furieusement pour la TVA sur le pétrole, puisque c'est de la TVA, un petit peu aussi, j'ai oublié de le mentionner, pour les taxes sur les boissons non alcooliques, qui vont désormais être déclarées et liquidées en même temps que les déclarations de TVA, et un peu aussi également sur la TGAP. Donc on a fait quand même, vous voyez, 3 gros blocs pour, je redonne les chiffres, 600 millions pour la TGAP, 500 millions à peu près pour les taxes sur les boissons non alcooliques et 10 milliards sur la TVA sur le pétrole. Que reste-t-il à faire? Eh bien, il reste à faire la suite, essayer d'aller le plus loin possible dans l'unification du recouvrement avec une idée en tête, c'est que le contribuable, notamment lorsqu'il est une petite entreprise, le fait de savoir si son chèque, ou son virement, c'est mieux de faire des virements, si son virement, il doit l'envoyer à la DGFiP, à la douane, à la COS, pour les cotisations sociales, je pense que c'est très compliqué. De même, il est pour lui compliqué de se dire qu'en fonction de sa situation fiscale, il va récupérer un crédit de TVA d'une administration, donc un versement dans un sens. Il va devoir faire un versement chez nous pour payer sa TICPE, par exemple, sa fiscalité sur le pétrole, et puis il va se voir prélever des cotisations sociales. Le service et la valeur ajoutée du service qu'on peut apporter au contribuable, c'est d'abord de lui offrir un panorama consolidé des prélèvements obligatoires. Ça sera probablement utile, y compris
dans le cadre de grands débats qu'on a pu avoir il y a quelques jours, de savoir ce qu'une entreprise paye réellement de manière consolidée, et puis de lui simplifier la vie. C'est versement dans les deux sens. Il y a un moment où, idéalement, on aimerait pouvoir dire, bon, bah, je tire un trait, je fais l'addition, et je verse un solde à une agence unique du recouvrement, qui de mon point de vue, sera une composition de ce qui existe en partie à la DGFiP, en partie à la COS et en partie chez nous. Les effectifs ne vont pas se retrouver dans un seul gros centre de recouvrement sur un point de la France, mais ils vont naturellement continuer à offrir un service de proximité aux entreprises dans la ligne des orientations que le ministre a données, notamment pour la DGFiP. Voilà pour le recouvrement. Monsieur le sénateur Dominati, le rapport entre la PAF et la douane. Nous sommes compétents pour contrôler les marchandises où qu'elles arrivent et qu'elles soient des marchandises de professionnels ou de particuliers. Donc dans les ports et dans les aéroports, vous trouverez toujours des douaniers pour vérifier ce qui arrive. En termes de marchandises. En termes de personnes, il y a 2 corps de garde-frontières en France, la douane et la PAF. Je devrais dire la PAF et la douane, d'abord parce que c'est poli de parler de soi en dernier, et que la PAF est le plus grand, en termes numériques, corps de contrôle, et qu'il se concentre sur les points du territoire où il y a le plus de passagers. À Roissy, vous verrez la police aux frontières, qui vérifiera que vous avez le droit de rentrer en France. Je le prends dans le sens arrivé, mais ça peut marcher dans l'autre sens aussi. Puis la douane, qui éventuellement, mais pas de manière automatique, vous posera des questions pour savoir si vous rapportez du tabac, de l'argent, etc., etc. Et puis dans les plus petits aéroports et dans les ports, il y a une partition du territoire, et je vous adresserai la carte si vous le souhaitez. Ça vous permettra de voir où sont les points. Cette répartition est un peu ancienne, mais il y a quelques années, nous nous sommes partagés, entre guillemets, le territoire. Il se trouve que nous contrôlons les plus petits aéroports. Alors je vais vous faire voyager Périgueux, Bordeaux, Bergerac, bien sûr, Bergerac, La Rochelle, l'aéroport avec le plus de trafic sur lequel nous faisons la fonction de garde-frontière, je pense que c'est Montpellier avec 1 million de passagers. Est-ce que vous avez des systèmes paraf? Pas du tout. Non, j'en ai aucun. Alors, je vais répondre à votre question. Donc, dans ces aéroports-là, vous ne verrez que des douaniers qui font 2 choses. Le rôle de la PAF dans les grands aéroports, puis leur rôle classique de lutte contre la fraude. Et comme ce sont des petits aéroports et qu'il y a moins de passagers qu'ailleurs, l'analyse que nous faisons avec nos collègues de l'intérieur, avec lesquels nous échangeons très très fréquemment, puisque nous faisons le même métier, nous sommes contrôlés par l'Europe comme eux, nous avons les mêmes outils qu'eux, les mêmes bases de données, les mêmes applications informatiques, bref, nous nous voyons très très souvent. Sur ces aéroports-là, il n'y a pas encore de SAS paraf qui sont installés, parce que les trafics aujourd'hui ne le justifient pas, mais si soit les trafics évoluent, soit la technologie évolue, il est évident que nous utiliserons, comme nos collègues de l'intérieur, ces dispositifs. Parce qu'1 million de passagers, ça peut être à la limite déjà. S'il y a un endroit où ça doit venir, c'est probablement du côté de Montpellier, en effet. Et donc, je note que je vous enverrai la carte des points de passage frontaliers, aéroports, ports et routiers, puisque cette description que je vous évoquais vaut aussi pour la route. Nous tenons, par exemple, les points de passage où il y a des tunnels vers l'Italie, et tout au sud, à Menton, ce sont nos collègues de la PAF qui sont compétents pour les formalités migratoires. Pour compléter, est-ce qu'il y a une stratégie, par exemple, dans la lutte anti-fraude? Est-ce qu'il y a une réunion, par exemple, en début de mandature ou annuelle entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Économie pour une action commune, ou chacun y va de son côté tranquillement? Alors, sur les trafics de stupéfiants, nous sommes en réalité également très complémentaires. Notre rôle, c'est d'essayer d'arrêter la marchandise. Et une grande majorité des saisies de stupéfiants sur le territoire national sont réalisées par la douane. Vous avez probablement vu mardi soir, je crois, un reportage assez bien fait sur le service public avec Vincent Lebéguec, le patron de l'Octrice, qui expliquait bien cette répartition des rôles. À nous, le rôle de stopper l'arrivée de la marchandise est plutôt sur des grandes quantités, ce qui explique que nous saisissons plus de la moitié du cannabis saisi en France, près des 3/4 de cocaïne qui est saisie en France. Et en complémentarité, nos amis de la police s'occupent de démanteler les filières de trafic. Et donc nous sommes extraordinairement complémentaires, et cette complémentarité
Elle se joue à Paris, hein, bien sûr, on se voit très très souvent avec le directeur général de la police nationale et le patron de l'Octrice, mais elle se joue surtout sur le terrain. C'est nos équipes qui montent les opérations communes. Et quand nous, on pense qu'on va pouvoir faire une saisie et que derrière, il y a une capacité de démanteler une partie du réseau, on monte des opérations communes. Donc voilà, nous travaillons effectivement en complémentarité, en bonne intelligence, et les résultats, s'ils ont un côté inquiétant, parce que augmenter les saisies de stupéfiants, ça peut vouloir dire qu'il y en a plus qui passent, mais c'est ce que disait l'autre soir Vincent Lebéguec, ça veut dire que l'efficacité du dispositif français, les policiers, les douaniers, les gendarmes dans certains territoires, elle est quand même globalement bonne et tout le monde travaille en bonne intelligence. C'est un sujet, je crois, que mes collègues ne me démentiraient pas, suffisamment sérieux pour qu'on puisse pas se permettre une sorte de guerre des polices sur ce sujet. Je continue sur les questions qui ont été posées. Coordination avec nos homologues. Donc j'évoquais tout à l'heure le fait que, sous l'égide de la Commission, nous nous sommes vus très fréquemment avec les pays qu'on va qualifier du range, même si le range il est un peu élargi, la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, pour vérifier que nos dispositifs d'interprétation du code du code des douanes de l'Union, sans le Royaume-Uni seront bien identiques. Et je pense qu'on a tous la même lecture des textes et tous la même façon de travailler après le Brexit. Nous avons vu, mais c'était plus délicat pendant la discussion, également nos homologues britanniques, sous l'égide de la Commission toujours. Et ce que je disais tout à l'heure vaut, je crois que maintenant que nous connaissons à peu près le calendrier, il est impératif qu'on aille un peu plus loin, pour eux comme pour les entreprises, pour qu'ils puissent concrètement expliquer quelles vont être les formalités à faire, parce qu'il est vrai qu'en matière de tarifs, en cas de Brexit dur, comme en matière de formalités, nos amis britanniques n'ont pas rendu public la totalité de ce qui allait attendre les entreprises. Ensuite, beaucoup de questions sur le e-commerce et la fiscalité et des évolutions qui seraient éventuellement possibles. Alors, où est-ce que nous en sommes? D'abord, je crois que votre commission nous a permis, en tous les cas je parle pour moi, une prise de conscience du phénomène. Je crois que l'exemple le plus parlant, c'est ce que vous avez mis sur la table avec la comparaison avec le Royaume-Uni et les pertes de recettes fiscales au Royaume-Uni. Il y a une intensité du e-commerce, il y a des centres de stockage chez eux. Beaucoup des produits qui vont traverser la Manche sont des produits qu'en réalité des Français ont commandés sur des sites d'e-commerce. On ne va pas citer de nom ici, mais les plus gros centres logistiques des plus gros sites d'e-commerce sont, y compris pour la France, au Royaume-Uni. Bon. Deuxièmement, le ministre a décidé de créer un observatoire de la fraude, ce qui va nous permettre de mesurer un peu mieux ce phénomène et de savoir si nous sommes dans un scénario que je vais qualifier à l'anglaise, où on a en gros 1 milliard de pertes, qu'on parle de livres ou d'euros, je pense que c'est à peu près la même chose, ou si nous avons un petit peu moins. Donc ça nous permettra d'y voir plus clair dans deux schémas qui sont très différents, les importations directes, ça vient de Chine, ça vient des États-Unis directement en France, ou le prépositionnement dans l'Union européenne, c'était très bien expliqué dans votre rapport, et ce phénomène de fulfillment houses. Alors, ce qui a été fait, c'est d'abord une directive, puisque en fin 2017, il y a un premier pas important qui a été fait. Les plus grands spécialistes de la TVA ici ont suivi tout cela. La fin du régime des ventes à distance pour l'intra-Union européenne, la suppression du seuil d'exemption de collecte de la TVA sur les envois de faible valeur à moins de 22 €, la création d'un mini-guichet pour pouvoir déclarer toutes ces opérations, et donc un travail qui s'inscrit désormais dans deux calendriers différents ou deux zones différentes, un travail législatif. Nous allons, et quand je dis nous, ce sont nos collègues de la direction de la législation fiscale, revenir devant vous pour vous proposer une transposition de cette directive, et puis nous adaptons les systèmes d'information douaniers pour être en capacité de traiter tous ces flux déclaratifs. Dans le même temps, vous avez voté une loi, la loi du 23 octobre 2018, qui contient 2 articles importants, à l'initiative
forte de votre commission, je peux le dire comme ça, monsieur le rapporteur général. C'est une préoccupation constante et partagée. Voilà, constante et partagée. Nous en avions parlé ici avec la sénatrice Goulet. Articles 10 et 11 qui nous offrent des perspectives d'utiliser les données des plateformes pour pouvoir faire nos contrôles. Derrière tout ça, il y a une idée très simple et très juste qui a été rappelée par vous. C'est ces données, la valeur, le type du produit, les coordonnées bancaires, tout ceci existe déjà quelque part, et ce quelque part, c'est les systèmes d'information des plateformes. Bon. Alors maintenant, la question que nous nous posons, et que vous devez vous poser aussi, c'est est-ce qu'il faut aller plus loin en généralisant en quelque sorte le fait de dire que les plateformes pourraient en réalité collecter pour le compte de l'administration de la TVA. Ça, c'est une proposition que vous avez déjà formulée. Moi, je trouve que c'est une piste intéressante. Le raisonnement que j'ai rappelé, il est de bon sens. Nous sommes donc en train d'y travailler pour vérifier que c'est juridiquement possible, que c'est techniquement faisable, et puis que cette évolution qui supposerait qu'on revienne voir au niveau communautaire pour aller un pas plus avant par rapport à la réforme de fin 2017 est quelque chose qui est faisable du point de vue du contexte politique post-électoral. Et donc, nous verrons bien avec la nouvelle commission si c'est une voie que nous pouvons pousser. Mais je pense que ce que le Sénat et ce que votre commission a fait nous a aidé aussi à changer notre réflexion, puisque vous nous avez dit à plusieurs reprises, il faudrait peut-être que vous évoluiez. On a compris le message et on a regardé les opportunités que ça ouvrait. Pour l'information des collègues, il y a un rapport d'information de l'Assemblée nationale sur le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, sur la lutte contre la fraude, et ils proposent aussi la solution, éventuellement d'étudier la solution du paiement scindé. Pour votre information, ce matin, monsieur le directeur général, nous auditionnions une très grande plateforme de vente, et une collègue ici présente se penche pour regarde de manière très concrète sur l'application des informations sur un vendeur, et les représentants de la plateforme nous disent mais bien sûr sur le vendeur vous trouverez tout, et on leur dit essai en direct, et puis ils n'ont pas été capables de trouver. Donc alors on va chercher s'ils avaient un numéro de TVA intracommunautaire, un siège, indication d'un registre du commerce. Donc il y a encore des marges de progrès importantes de la part de ces plateformes qui font des plateformes d'intermédiation. Et les plus grandes, vous regardez, vous avez encore beaucoup de vendeurs qui n'ont à ce jour pas de numéro de TVA, pas de numéro de registre du commerce, des sièges un peu difficiles à trouver. Et donc, voilà. Donc, en tout cas, je pense que la responsabilité solidaire apportera des solutions, et il ne faut pas renoncer à la matière. On partage la conviction avec vous pour être allé, moi plusieurs fois, mais les collègues étaient invités la dernière fois au centre de tri à Charles de Gaulle. Vous faites un travail remarquable, mais on ne peut pas contrôler tous les flux physiques. Autrement, je pense que les correspondances d'avion ne marcheront plus, les acheteurs ne seront pas contents parce que leur paquet n'arrive pas à l'heure, et ça sera la perte totale de compétitivité de l'économie. Donc nous, notre sentiment, c'est qu'il vaut mieux taxer les flux financiers que de tenter de contrôler tous les flux physiques. Donc, je pense qu'on partage là-dessus les mêmes convictions. Ce qui fait une habile transition vers la dernière question du président Eblé sur le mouvement social. Vous avez dit, si on contrôle tout est bloqué, et les Français, les consommateurs ne sont pas contents. Je pense en premier lieu, je le disais tout à l'heure, que les incertitudes sur le Brexit ont contribué. Vous avez utilisé l'expression d'un de nos correspondants dans un des syndicats, le catalyseur. Bon. Moi qui ai fait de la chimie dans ma vie passée, je me rappelle que le catalyseur favorise une réaction chimique, mais n'y participe pas du tout. C'est vrai qu'il y a une sorte d'effet catalyseur. Les questions très concrètes que je vous posais tout à l'heure sont des questions que se posent nos agents. Ceux qui sont prépositionnés pour aller à Ouistreham, il y en a 16 aujourd'hui, et qui nous disent, mais en fait, quand est-ce que je déménage? Quand est-ce que je loue un appartement à Caen? Est-ce que j'inscris mes enfants à l'école à Caen, ou est-ce que je les laisse aujourd'hui là où ils sont? Ce sont des vraies questions d'inquiétude. Bon. S'ajoute à cela une évolution de l'administration. Depuis des années, nous nous réformons, nous transformons nos façons de travailler. Les effectifs ont été réduits, il y a eu des restructurations de sites. Et au travers de mon intervention et de vos questions, vous avez bien vu qu'il y a également une nouvelle façon de penser notre relation aux contribuables. La loi ESSOC, ça change, donc la loi sur le droit à l'erreur, ça change fondamentalement la relation à l'entreprise.
Et ça pose naturellement des questions pour une administration de contrôle. Et le fait de se dire que demain, nous allons avoir des outils numériques plus puissants, ça pose aussi légitimement des questions pour les douaniers. La simple question de savoir si on va être remplacé par une machine demain, je pense que ça peut inquiéter. Ma réponse à tous les douaniers sur ce point est relativement claire. Le numérique est là pour augmenter le douanier, pour faire en sorte qu'il ait des outils plus puissants, des outils plus efficaces, et certainement pas pour le remplacer. Le ministre le dit avec d'autres mots, mais le numérique n'est pas prêt de remplacer le flair du douanier. Il se trouve que tout ceci pose des questions, et pose une incertitude à un moment où par ailleurs le pays lui-même se pose beaucoup de questions sur le pouvoir d'achat, la fiscalité, etc. Et les douaniers sont des Français comme les autres, ils ne font pas exception. Et donc nous avons depuis début mars un mouvement qui n'est pas un mouvement de grève. Il y a eu une grève nationale le 19 mars avec un taux de participation autour de 15%, mais ce n'est pas une grève. Ce sont des douaniers qui disent tiens, je vais manifester mon inquiétude en faisant des contrôles plus approfondis, des contrôles plus poussés, parfois en bloquant, et là c'est pas acceptable, en bloquant les flux de circulation. C'est concentré sur quelques points de France, beaucoup d'ailleurs de manière paradoxale sur les points où nos missions ne sont pas des missions qui vont être significativement impactées par le Brexit. À la gare du Nord par exemple, même si à la gare du Nord la situation est relativement redevenue à la normale, à la gare du Nord, nos douaniers font un contrôle de sûreté, c'est l'application du traité de Canterbury, qui n'est pas un métier de douanier au sens administration fiscale ou administration de lutte contre la fraude. Ils font de la sûreté. Idem au tunnel. Et si je reprends l'exemple de la gare du Nord, comme le contrôle est à 100%, le Brexit ne va rien changer. Les contrôles de sûreté vont toujours être réalisés à 100%. Idem dans certains aéroports où, nous l'avons dit tout à l'heure, ce sont les équipes qui font les missions de garde frontière qui ont décidé de ce mouvement. Bon. Ce mouvement a été pris en considération par le ministre qui a fait, et c'est public, une proposition de revalorisation indemnitaire substantielle. Il a proposé un ensemble qui conduirait à augmenter la rémunération des douaniers, alors selon les outils qui sont utilisés, d'un peu plus de 50 € par mois. Il a aussi proposé de revaloriser les heures de nuit. Bon, nos douaniers travaillent 24 heures sur 24, la nuit, le week-end, les dimanches, les jours fériés, donc il a fait cette proposition. Et puis il a proposé d'ouvrir 2 chantiers complémentaires. L'un que vous aurez probablement à connaître dans le cadre de la réforme des retraites, puisque nous avons un régime d'actifs pour les douaniers qui sont sur le terrain, et que ce régime d'actifs est différent de d'autres régimes d'actifs, et qu'il y a des questions de coordination qui se posent, et puis un sujet beaucoup plus concret, beaucoup plus matériel, d'amélioration des conditions de travail de nos agents. Voilà. Aujourd'hui, la situation n'est pas celle d'un accord, mais je confirme totalement ce qu'a dit le ministre devant l'autre Assemblée hier, à savoir que la porte était toujours ouverte, la table des discussions existait encore, et que pour peu que nos partenaires sociaux veuillent saisir les propositions que nous leur faisons, nous sommes prêts à en discuter. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Non. Ah, pardon. Le logiciel. Les questions sur les bloqués publiquement, la question des remboursements de TVA pour les passeports et les doubles nationalités. On a amélioré le dispositif déjà. Alors, logiciel de détection, j'élargis le sujet si vous me le permettez. Nous avons, depuis 2016, une structure complètement dédiée à l'utilisation de la donnée et plus globalement à l'analyse de risque à des fins de lutte contre la fraude. Si vous le souhaitez d'ailleurs, monsieur le rapporteur général, moi je suis parfaitement disposé à ce que votre commission vienne observer les méthodes de travail. C'est assez étonnant les exemples concrets qui nous permettent de détecter dans la masse de données des points un peu intrigants, et comment est-ce qu'à partir de ces points un peu intrigants, nous transformons ça en contrôle et en recouvrement de l'impôt éludé. Donc le choix qui a été fait par mes prédécesseurs et qui me semble valide est de constater que nous avons un patrimoine de données relativement important,
qui va s'étendre au fur et à mesure que la dématérialisation des obligations déclaratives progresse, et de créer une structure chez nous, complètement dédiée, qui va travailler ces données, qui va mêler des spécialistes de la data science et des analystes métiers pour sortir des prescriptions de contrôle. Donc nous ne faisons pas, comme d'autres administrations, le choix de sous-traiter et d'utiliser des logiciels tiers. Nous utilisons nos données, pas de manière d'ailleurs unique. Pour certaines de ces données, peut-être que certains logiciels seront utiles. Pour d'autres, peut-être qu'il est plus raisonnable de garder la main sur ces données, de garder la main sur les logiciels et sur les algorithmes qui seront utilisés, parce que se pose naturellement toujours une question de la propriété et de la capacité à maîtriser à la fois ces données et ces algorithmes. Donc nous avons prévu d'ailleurs, à la demande du ministre, d'aller encore plus loin. Il y a une 50aine d'agents aujourd'hui qui travaillent dans cette structure, et l'objectif qui nous a été assigné par le ministre, c'est qu'à l'horizon de 2022, la totalité de notre patrimoine de données et des données des autres administrations partenaires, la DGFiP, avec laquelle nous travaillons beaucoup sur la TVA et la fraude à la TVA sur l'importation, mais également d'autres, puissent être utilisés pour lutter spécifiquement contre la fraude. Moi, je cite toujours un exemple qui me frappe. Les premières expérimentations que nous avons faites conduisent à une efficacité du ciblage de 50%. Ça veut dire que ce qui sort de la machine est efficace dans un cas sur deux. Lorsque nous n'utilisons pas la machine, nos méthodes traditionnelles, lorsqu'on est au-dessus de 10%, nous sommes extrêmement satisfaits. Donc vous voyez bien la puissance de l'outil. Et le deuxième élément qui est important, c'est que la durée du recouvrement est beaucoup accélérée, parce que en fait, nous allons directement là où nous savons qu'il faut aller, et que, en général, le contribuable paye plus vite que par nos procédures habituelles. Donc voilà. Moi, ce que je proposerais pour que ça soit peut-être plus concret, c'est que vous puissiez venir à Paris, rencontrer notre équipe, la 50aine d'agents de cette cellule. Voilà, vous saurez à qui vous adresser. Sur la détaxe, nous avons effectivement, comme souvent en matière fiscale, pas cette difficulté, mais ce souci de bien appliquer le texte qui peut nous créer sur le terrain effectivement des difficultés avec les binationaux, puisque les Français qui ont une autre nationalité ne comprennent pas toujours qu'en matière fiscale, ce n'est pas uniquement le passeport qui joue, mais c'est aussi la résidence, et qu'on peut être parfaitement franco-britannique et en étant résident fiscal français ou résident fiscal britannique. Donc pour revenir sur le fil rouge de notre discussion, dans le cadre d'un Brexit, les franco-britanniques bénéficieront de la détaxe s'ils sont résidents fiscaux au Royaume-Uni et ne bénéficieront pas de la détaxe si ce sont, par exemple, des retraités qui ont décidé de passer la retraite et plus de la moitié de leur temps donc sous le soleil aquitain. Est-ce que il y a une interdiction dans les textes, ou pourquoi on ne peut pas, est-ce que les douanes consultent simplement le fichier de la DGFiP pour savoir si quelqu'un est résident en France, hein? Lorsque vous présentez un passeport étranger, vous présentez le passeport que vous voulez. Oui. Je présente un passeport libanais, je peux être très bien résident à Paris, avoir un passeport français, être résident à Paris. Est-ce que ça, est-ce qu'on vérifie la résidence? Alors, voilà, il suffit d'aller sur la base dgfi.gouv.fr. Vérifier la résidence fiscale avant qu'un avion parte dans un aéroport. Non, mais c'est pas toujours très simple. Donc, ce qui arrive souvent, c'est que nous vérifions l'existence d'autres passeports. Hein, ça, c'est possible. Dans le cas de double nationalité, nous indiquons que nous n'accordons pas la détaxe a priori, et ensuite nous faisons cette vérification avec la DGFiP et nous pouvons l'accorder a posteriori. Ça, c'est déjà arrivé. On avait voté une disposition qui a sauté ensuite à l'Assemblée nationale de contrôle. Donc on le reproposera. Je proposais simplement, c'est que dans le fichier, quand on fait la détaxe, ça regarde si quelqu'un a un numéro fiscal. Là. Parfait. Ajouter, Merci, monsieur le directeur général, de tous ces éclairages.
Voilà pour l'audition de Rodolphe Ginz, le directeur général des douanes et des droits indirects, qui s'est donc exprimé devant les sénateurs de la commission des finances du Sénat dans le contexte du Brexit. Notez que ce Brexit est source de grandes inquiétudes pour les douaniers qui ont d'ailleurs lancé une grève du zèle en France dès le 4 mars, qui a été synonyme pendant quelques semaines de longues files de camions aux abords du tunnel sous la Manche ou encore de retards en série pour l'Eurostar à direction de Londres. Sachez également que le gouvernement a proposé 2 plans de revalorisation salariale aux douaniers et a promis l'embauche de 700 agents supplémentaires sur 3 ans. Mais cela, pour l'instant, n'a pas satisfait les syndicats. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.